Bonsoir, voici les titres du 19-20 illustrés ce soir par Jean Plantu. Le dessinateur du Monde publie un nouvel album, Reproche Orient, et il est notre invité ce soir. Le comité directeur du Parti socialiste, ce sont les titres, affiche son unité derrière Pierre Mauroy et apporte un soutien sans réserve à Édith Cresson. Seuls les amis de Jean-Pierre Chevènement se tiennent à l'écart. Un congrès extraordinaire du PS se tiendra en décembre. La Troïka européenne attendue ce soir en Yougoslavie, à moins de 24 heures de l'expiration d'un ultimatum fédéral. Les négociations achoppent toujours sur l'autorité slovène aux frontières. La première ligne française demain sur le circuit de Formule 1 de Manicourt. Le moteur Renault de Ricardo Patrese partira en tête devant la Ferrari d'Alain Prost. La McLaren, un moteur Honda d'Ayrton Senna, est en 3e position. Mais d'abord, la multiplication des accidents d'autocars en France. Le plus grave s'est déroulé la nuit dernière dans le Puy-de-Dôme où un car a heurté la remorque d'un camion. Il y a 7 morts et 37 blessés. Béatrice Nivois. À l'origine du drame, une chaussée sinueuse très glissante et sans doute une vitesse excessive pour ce poids lourd. La remorque du camion s'est encastrée dans l'avant de ce car qui transportait 77 personnes. Le chauffeur et 6 passagers dont un enfant sont morts sur le coup. 2 hôpitaux de campagne ont été installés sur cette route nationale 89. Ce matin, 2 personnes souffraient de blessures sérieuses, 37 de contusions légères. Les autres restaient encore choqués et bêtés. Le chauffeur du camion, lui, est indemne. En 2 semaines, c'est une véritable série noire qui frappe les transports par autocar. Quelles sont les mesures les mieux adaptées pour éviter ces accidents? Interdire les transports en commun d'enfants lors du premier week-end d'août, c'est fait. Limiter la circulation des poids lourds les 2 derniers jours de chaque semaine, une mesure déjà prise. Pour le ministre, le contrôle ne doit pas en tout cas être une exception. Vous aurez pendant tout cet été 20 000 gendarmes, policiers qui seront sur les routes, sans oublier les contrôleurs des transports terrestres, c'est-à-dire que leur mission est de contrôler les poids lourds, le temps de repos, la durée de la conduite, le chargement, etc., etc. Cette nuit, un autre accident en Moselle a fait 16 blessés, dont 8 hospitalisés. Pour une raison encore indéterminée, le conducteur d'un bus de touristes américains a perdu le contrôle de son véhicule. Aujourd'hui, les préfets ont reçu des directives afin de multiplier les commissions de suspension du permis de conduire sur les routes. Hormis quelques difficultés dans les premières heures de la journée, le premier week-end de grand départ en vacances s'est déroulé dans de bonnes conditions. Annoncé comme un jour rouge, ce 6 juillet a ressemblé en fait à un samedi presque ordinaire. Alors faut-il toujours écouter les conseils de Bison Futé? Réponse Guillaume Appert. Le Parisien demande s'il faut scalper Bison Futé. Les automobilistes coincés dans un bouchon sont peut-être tentés de déterrer leur hache de guerre contre l'Indien de la route. De quoi rendre perplexe le Centre national d'information routière qui fournit les données dont se sert Bison Futé pour faire ses prévisions. Je réagis en disant il faut que chacun prenne ses responsabilités. Bon, nous, on dit aux automobilistes là où on pense qu'il va y avoir des bouchons et des difficultés. Après, nous savons bien qu'ils ont leurs propres contraintes et qu'ils vont suivre ou ne pas suivre nos conseils. Alors pour ceux qui ne les suivent pas, bon, a priori ils sont prévenus, ils savaient vers quoi ils allaient. Donc ceux-là, s'ils crient haro sur Bison Futé, là je me pose des questions. Il y a de quoi en effet se poser des questions lorsque seulement 8 à 10% des automobilistes suivent les conseils de Bison Futé. Les informations sur le trafic collecté sont fiables, mais il reste à améliorer sérieusement le délai entre le moment où un gendarme, par exemple, constate un ralentissement et celui où l'automobiliste l'apprend. Bison Futé sera peut-être alors mieux écouté. L'idéal serait quand même d'avoir à peu près un tiers de gens qui écoutent vraiment, et là on aurait un très bon étalement. De toute façon, l'information routière va s'améliorer, gagner en rapidité, en exactitude. D'ici 2 à 10 ans, des systèmes de radioguidage vont se répandre, les prévisions de trafic vont être plus précises. En attendant, pas question de scalper Bison Futé, il est paradoxalement une des institutions les plus connues des Français. Politique, pour la première fois depuis longtemps, le comité directeur du Parti socialiste a étouffé aujourd'hui ses divergences pour se ranger derrière Pierre Mauroy et soutenir l'action du gouvernement d'Édith Cresson. Hymne à l'unité, suivi par Daniel Sportiello. Pierre Mauroy peut être content. Le projet qu'il caresse depuis 4 mois, d'organiser un congrès anticipé en décembre, ce projet va voir le jour. Le congrès qui se fera sur un thème aussi peu polémique que le projet du PS,
devrait réconcilier la famille socialiste. Mais encore faut-il que chacun respecte les termes du contrat. Chaque membre du comité directeur devra s'engager personnellement. C'est en somme un contrat que je leur ai demandé. Un contrat entre tous ceux qui formeront la majorité du comité directeur et qui conviendront d'un calendrier, qui conviendront d'une stratégie, qui conviendront de l'organisation du congrès de fin d'année et qui prendront toutes leurs dispositions pour mener le Parti socialiste au combat dans les meilleures conditions. Un appel à l'unité qui n'a pas laissé Lionel Jospin, Michel Rocard et Laurent Fabius indifférents. En ces temps de crise et de mauvais sondages pour la gauche, les trois chefs de courant ont décidé de mettre leur division en sourdine. Et les Français se moquent complètement des divisions qui pourraient exister au sein du Parti socialiste. Ça leur paraîtrait dérisoire. Donc il faut rassembler nos énergies pour apporter des solutions aux problèmes réels des Français et non pas c'est quelle autre invention qui n'aurait pas de sens. Dans ce credo pour l'Union, Édith Cresson ne pouvait être en reste et le Premier ministre, qui recevait les membres du comité directeur à Matignon pour fêter la paix retrouvée, leur a adressé ce petit rappel à la solidarité gouvernementale. Il n'y a pas de courant à Matignon, a affirmé le Premier ministre. Ceux qui considèrent que Matignon est en panne apprécieront sûrement. Congrès extraordinaire du PS donc les 13, 14 et 15 décembre. Les jeunes giscardiens, eux, fêtent leur 25e anniversaire ce week-end à Saint-Georges-de-Didonne, près de Royan, en présence bien sûr de l'ancien chef de l'État qui a estimé ce soir au milieu des festivités que la France était aujourd'hui dans la panade. C'est sa propre expression. Les Français ont envie de prendre des vacances. Et moi je dirais même très simplement, ils ont le droit de prendre des vacances. Mais ils ont aussi envie de mettre leur gouvernement en vacances, en grandes vacances, car le gouvernement les a mis dans la panade. Et puis politique encore au Touquet, l'association des démocrates, présidée par Michel Durafour, consacre ces 2 journées de réflexion à la recherche d'un nouveau souffle politique. Après, vous le savez, l'éviction massive de ces éléments du gouvernement, l'ouverture côté fermé, reportage au Touquet de Charles Sanviti et de Gilles Balbastre. Que reste-t-il de l'ouverture pour l'association des démocrates? Pas grand-chose. Des ministres sans portefeuille, privés de nouvel élan, décimés par l'alternance. L'association de Michel Durafour ne compte aujourd'hui au gouvernement qu'un représentant, Jean-Marie Roche, un rescapé pour 7 ministres déchus. De quoi être déçu. Nous souhaitons, et je le dis très franchement, le succès de Mme Cresson, parce que nous croyons que c'est l'intérêt de la France. Ceci dit, nous restons à l'égard du gouvernement critiques. Je crois d'ailleurs qu'on ne peut pas animer une formation politique quand on est au gouvernement. Je crois véritablement que si un seul homme ou une seule femme pensait pouvoir rassembler le centre-gauche qui est divers par nature, ce serait une erreur psychologique sans précédent et un échec assuré. Une mise en garde qui s'adresse à Jean-Pierre Soisson, l'autre pilier de l'ouverture. Aujourd'hui, chacun semble se disputer le rôle de fédérateur du centre-gauche, de quoi brouiller les cartes. Et pourtant, les 150 délégués présents ici restent persuadés que les ruisseaux de l'ouverture ne sont pas taris. Et puis surtout, on se console en pensant qu'on va réussir maintenant ce qu'on n'a pas réussi lorsqu'on était au gouvernement. Par exemple, créer un parti de plein exercice. Bref, c'est dans la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. La Troïka européenne arrive ce soir en Yougoslavie où le gouvernement fédéral et les autorités slovènes affichent toujours une position divergente sur les problèmes d'autorité aux frontières. La Slovénie ne veut pas remettre en cause les acquis de sa courte indépendance, même si l'ultimatum fédéral expire dans moins de 24 heures. Commentaire de Philippe Pister. Les Serbes doivent se tenir prêts à se défendre. La première déclaration publique du président serbe Milosevic depuis le début des affrontements entre l'armée fédérale et la Slovénie. Dans le même temps, Slobodan Milosevic menace d'annexer les territoires à majorité serbe de la République croate si jamais celle-ci accédait à l'indépendance. Une déclaration qui intervient alors que dans le nord-est de leur république, les forces croates ont repris leur offensive contre les nationalistes serbes. Bilan officieux de ces affrontements, 83 morts.
Dans le même temps, à Ljubljana, les pourparlers entre représentants de la présidence fédérale et le président slovène ont échoué. La Slovénie refuse de céder le contrôle de ses postes frontières, dont le pouvoir central exige le démantèlement d'ici dimanche midi. Devant cet échec, les autorités slovènes expriment leur crainte de voir les combats reprendre dans leur république, et cela en dépit des propos rassurants d'un porte-parole militaire, annonçant que toutes les unités de l'armée fédérale déployées en Slovénie avaient réintégré leurs casernes depuis hier. Désormais, les Slovènes placent tous leurs espoirs dans la tentative de médiation de la Troïka européenne, attendue dès ce soir en Yougoslavie. Ici, comme le disait Philippe Pistert, toutes les unités de l'armée fédérale yougoslave auraient regagné aujourd'hui leur caserne. Côté slovène, l'heure n'est pas encore à une véritable démobilisation, mais déjà à une certaine détente après plusieurs jours de crispation et d'affrontements. Première permission pour les soldats slovènes. Reportage de nos envoyés spéciaux Jean-Paul Géroard, Christophe Hérault. Démobilisation, pas vraiment. Aleš Merčun, 25 ans, comme les autres réservistes des unités territoriales slovènes, n'aura aujourd'hui quitté son uniforme que 12 heures. 12 heures, le temps d'une courte permission au programme rêvé d'avance, une douche, un lit, un repas et des retrouvailles avec la famille. Depuis 9 jours, Aleš a quitté son petit commerce d'électroménager. 9 jours à défendre un barrage routier et essuyer son baptême du feu. 9 jours à analyser sa peur. Quand je suis arrivé dans la troupe, j'avais très peur. J'étais volontaire, mais j'avais peur. Pourtant, au fil des jours, la peur a diminué. On a peur en permanence, mais on s'y habitue. On finit par regarder les avantages d'une telle situation et non pas ce qu'elle peut vous faire perdre. Sa propre peur, l'angoisse de sa famille, les images des camarades blessés n'ont semble-t-il pas réussi à affaiblir ses sentiments nationalistes. La Slovénie indépendante mérite-t-elle autant de violence? Réponse sans ambiguïté. Oui, ça vaut la peine. En fait, la vie humaine n'a pas de prix, mais toutes les révolutions font des victimes. Si un jour je raconte tout ça à mes enfants, je leur dirai avec fierté que j'étais un homme parmi tant d'autres, mais que j'ai vraiment contribué à la réussite de notre cause. J'espère qu'ils seront fiers de leur père. Pour l'heure, il ne s'agit que d'une parenthèse de relaxation. L'ultimatum fédéral sur l'évacuation des postes frontières par les Slovènes expire demain à midi. Personne ne sait encore si les combats reprendront. Seule certitude pour beaucoup de Slovènes, si l'armée fédérale ressort de ses casernes, l'affrontement sera cette fois encore plus violent et meurtrier. Voici maintenant le tour de France de l'actualité, en bref et avec le commentaire ce soir d'Anne Gouraud. 2000 étrangers déboutés du droit d'asile ont manifesté place de la République cet après-midi. Une manifestation sous haute surveillance policière. Ce matin, une délégation avait été reçue par Jean-Louis Bianco, ministre des Affaires sociales et de l'Intégration. Une réunion qui a permis aux demandeurs d'asile de faire le point sur les conditions de régularisation des dossiers. Affaire Diouri, suite. Ce matin, la commission de recours aux réfugiés a entendu les avocats de l'opposant marocain expulsé de France le 20 juin. La séance s'est tenue à huis clos. La commission devrait donner dès lundi un avis consultatif confidentiel au ministre de l'Intérieur. Le 10 juillet, le tribunal administratif décidera de la validité de cette expulsion. Sept attentats contre des administrations du territoire, bilan d'une seule nuit en Corse, revendiqué par le FLNC et Resistenza. Ces attentats n'ont fait que des dégâts matériels relativement importants. 5 charges ont été placées à Ajaccio, une à Porticcio et la dernière à Bastia. Une vague d'actions terroristes qui pourrait être liée à l'arrestation du militant nationaliste Paul Poggi. Panique générale au cours d'un spectacle de danse hier soir près de la Ciotat. Une tribune sur laquelle se trouvaient 200 personnes s'est brusquement effondrée. 24 spectateurs ont été blessés et 3 d'entre eux sont encore hospitalisés aujourd'hui. Leur vie n'est toutefois pas en danger. Un millier de personnes assistaient au spectacle. Les sports, cyclisme, avec d'abord un premier maillot jaune français, celui de Thierry Marly. Comme l'an dernier au Futuroscope, il s'est imposé cet après-midi à Lyon dans le prologue du Tour de France. Didier Balèze.
Il est normand, il a 28 ans, il est heureux, son nom Thierry Marie. Sa superbe victoire cet après-midi, ce n'est pas une surprise. Spécialiste des efforts violents dans un contre-la-montre, le prologue de Lyon lui convient parfaitement. Vainqueur en 86 et 90, il a déjà remporté 6 épreuves du même type cette saison. Il couvre les 5 km 4 du parcours en 6 minutes 11-23 à plus de 52 km/h de moyenne. Son vélo Manta, profilé en Kevlar, permet de nouveaux appuis et libère toute sa puissance. Une technologie qui permet de gagner du temps grâce à un meilleur aérodynamisme. Thierry Marie relègue les autres favoris à plusieurs secondes. Eric Breking, le Hollandais, qui fait figure d'épouvantail, doit se contenter de la 2e place. Greg LeMond, surprenant 3e en 6, 14, 71, frappe un grand coup d'entrée. Il arrive à nouveau en forme au bon moment. Déception en revanche pour Gianni Bugno qui perd 18 secondes. Pedro Delgado s'aperçoit également de son retard de 18 secondes. Laurent Fignon, quant à lui, paraît sur la pente ascendante. Même si son temps à 20 secondes de LeMond est médiocre, il sait pouvoir dès demain défendre le maillot de son coéquipier Thierry Marie dans le contre-la-montre par équipe. Et la grande caravane de la Formule 1 s'est installée, elle, dans la Nièvre. Le Grand Prix de France disputé demain à Magny-Cours promet, vous le savez, une lutte acharnée entre les Williams, les McLaren et les Ferrari. Ce sont pour l'instant les Français qui dominent aux essais. Le moteur Renault de Ricardo Patrese et surtout le talent au pilotage d'Alain Prost. Reportage sur place de Lilian. Un grand plaisir pour les supporters français. Le bleu à la hausse, une nouvelle Ligier plus efficace. Eric Comas en 7e ligne. Thierry Boutsen en 8e ligne. Un autre Français, Jean Alesi et sa Ferrari, 6e temps, 3e ligne. Derrière Gerhard Berger sur McLaren, 5e temps. Nigel Mansell, 1:14,895, 4e temps. Il partira sur la même ligne et c'est tout de même une surprise. Ayrton Senna, 3e temps. Très difficilement, Senna sur la défensive. Il a cassé un moteur ce matin. Il a terminé son dernier tour qualificatif par une sortie de route. Il sera derrière Alain Prost, 2e temps en 1 minute 14,789. Et derrière Ricardo Patrese, 1:14,559. Ricardo Patrese, pole position et favori demain pour ce Grand Prix de France. Et puis encore un mot de sport en tennis. Sachez que c'est Steffi Graf qui a enlevé cet après-midi la finale du simple dame à Wimbledon. Elle a battu l'Argentine Gabriela Sabatini en 3 manches, 6-4, 3-6, 8-6. Notre invité ce soir, Jean Plantu, qui signe tous les jours, vous le savez, à la une du Monde, un dessin que beaucoup apparentent à un éditorial. C'est votre statut au Monde, éditorialiste? Non. Mon statut, c'est ce qui est marqué sur la carte de presse, c'est-à-dire reporter-dessinateur, ce qui me paraît un peu gonflé. Mais non, au journal, je suis considéré comme dessinateur qui fait tous les jours son petit point de vue, son regard sur l'actualité. Vous appelez ça un petit point de vue? Oui, parce qu'il fait 70 mm de haut en général. Alors, on va revenir sur vos activités au Monde. Vous publiez Reproche Orient, recueil de dessins de la guerre du Kippour à la guerre du Golfe, donc qui paraît quelques mois après la fin du conflit dans le Golfe. Reproche à qui? Reproche à beaucoup de gens. Je pense aussi aux vendeurs d'armes. Les vendeurs d'armes, ça fait des années que j'arrête pas de faire des dessins pour critiquer les ventes d'armes, à commencer par la France. Et apparemment, ça continue. Les armes n'arrêtent pas de proliférer, on en vend. Ça, il y a des jours, je me demande à quoi on sert. Parce qu'à chaque fois que je vois un homme politique, il me dit bravo, bien envoyé. Mais comme on continue toujours à vendre des armes, et que ça prend un drôle de chemin, parce que Jacques a encore appris des positions l'autre jour qui m'ont pas plu. Enfin, il s'en fout de ce que j'en pense, mais enfin, moi, ça m'a pas plu. Alors, on vient de voir un dessin, là, Gérard Espinasse vient de nous montrer un dessin de ce grand spectacle pratiquement organisé. C'était votre vision au début de ce conflit qui allait démarrer dans le Golfe? Celui-là, je l'avais fait au moment de l'attente. C'était le 15 janvier de cette année, au moment où ça commençait à devenir... on savait que ça allait péter, quoi, dans le Golfe. Et puis on a attendu encore 24 heures et puis ça a malheureusement commencé. Alors vous avez rencontré aussi Yasser Arafat récemment à Tunis. C'est le dessinateur qui devient aussi, j'allais dire intermédiaire politique, c'est peut-être excessif, mais c'est le reporter-dessinateur qui devient complètement journaliste? Non, c'est un hasard c'est un concours de circonstances. C'est-à-dire que je faisais une exposition à Tunis et on m'a dit qu'il souhaitait me rencontrer, ce qui fait qu'il y a quelqu'un qui est venu me chercher la nuit. Et puis pour aller le voir, et c'est là que je me suis aperçu qu'il s'intéressait beaucoup aux dessins. Ils se faxent entre eux tous les dessins que ce soit un peu partout sur la planète, parce que ça leur donne une sorte d'opinion mondiale de chacun de comment l'OLP est ressenti dans tel ou tel pays.
Alors donc il se disait, ce type qui arrête pas de me critiquer, ce serait bien quand même de le voir comment il est, comment il fait. Un dernier mot pour revenir un peu à vos activités, je veux dire quotidiennes, quand vous parlez de l'actualité française. Quelles sont les réactions des personnalités politiques? Elles sont flattées d'être croquées à la une du Monde? En général, quand je les vois, en général, c'est pas pour me dire, si une fois, il y avait Seguin que j'avais rencontré une fois, il m'avait dit la semaine dernière, j'avais vraiment l'air d'un con hein, sur votre dessin. Bon, là, c'est rare. La plupart, c'est, même si je les ai un petit peu secoués, bon, ils me disent, oh, on était très contents. Et l'autre jour, j'ai fait, par exemple, il y a un an, j'avais fait beaucoup de dessins sur Bérégovoy au moment des lits d'initiés, et Jox, croyant l'aider, avait parlé de ses chaussettes. Je l'avais dessiné tous les jours dans le Monde avec ses chaussettes rouges, tous les jours, tous les jours. Stop, ça suffit. Et l'autre jour, je l'ai rencontré pour la première fois il y a une semaine, et puis on discutait, puis à un moment, il y avait un temps mort, et puis il se lève son pantalon, et puis il me montre ses chaussettes. Il me dit, vous voyez, elles sont pas rouges, mes chaussettes. Merci Jean Plantu d'avoir... Excusez-moi, c'est d'un niveau... c'est intéressant. Ça aurait peut-être mieux si j'avais été plus politique, mais enfin, bon, c'est le petit côté de la lorgnette. D'avoir participé à cette édition, je rappelle le titre de votre ouvrage, donc Reproche Orient, de la guerre du Kippour à la guerre du Golfe, et c'est publié par Le Monde Édition. Nous allons finir ce journal avec de la musique. James Brown, le monstre sacré de la soul music, il était hier soir à Issy-les-Moulineaux, juste libéré par les autorités américaines qui l'avaient longtemps emprisonné. Reportage de Sabine Grandjean et de Marie-Hélène Roqueton. Derniers instants d'impatience, ils attendent tous le grand retour de l'idole. Après 2 ans d'absence et 2 jours de tracasseries administratives, il va enfin réapparaître sur scène. Pour tromper leur attente, ses fans les plus mordus fredonnent les titres qui l'ont rendu célèbre. Et puis ça y est, il est enfin là, James Brown, le roi du rhythm and blues en chair et en os. Les 2 années passées en prison n'ont altéré ni son énergie ni son moral. Ses démêlés avec la justice ne l'ont pas brouillé avec son pays. Il entame son show par un formidable hommage à l'Amérique avec Living in America. À 63 ans, celui qu'on surnomme Mister Dynamite réussit à rassembler un public des plus hétéroclites. Hier soir, toutes les générations se sont côtoyées dans le parc de l'île Saint-Germain. Voilà, fin de cette édition. Dans un instant, la météo complète de Michel Touré. Je vous retrouve à 22 h pour Soir 3. Passez d'ici là un très bon début de soirée. À tout à l'heure. Et merci Jean Plantu d'avoir participé à cette édition.